Euh, Bonjour à toutes et à tous, et puis bonjour à ceux qui sont effectivement en visio. Donc, atelier numéro 1, journée l'INSPE sur la laïcité. Donc, cet atelier numéro 1 porte sur le traitement médiatique de la diversité des discours sur la laïcité. Alors, quelques questions autour de la laïcité et des médias. Comment un fait divers devient un fait de société? Comment les médias français notamment parlent de laïcité? Est-ce qu'on en parle comme d'un sujet à part, comme d'un fait divers, comme d'un sujet de société ou politique? Quels sont les rapports avec les faits religieux? Quand et comment la laïcité devient-elle médiatique? Quelles contraintes, quelles pratiques journalistiques pour traiter de la laïcité? Comment certains événements font-ils de la laïcité un sujet de controverse? Donc, je pense qu'on pourrait d'ailleurs multiplier les questions et on tentera donc dans cet atelier de répondre à ces questions en prenant des exemples dans l'actualité de ces 30 dernières années. Mais aussi tout un aspect concret, comment traiter de cette question en classe? Comment croiser EMI, éducation aux médias, à l'information et discours sur la laïcité? Comment développer l'esprit critique des élèves? Pour répondre à toutes ces questions et peut-être d'autres encore, Nicolas Hubé, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'INSPE de Lorraine, Université de Lorraine, et chercheur au Centre de recherche sur les médiations. Il coanime l'équipe Praxi Média. Alors, il a accompli, enfin, ses travaux portent sur de nombreuses études, mais j'aimerais quand même citer particulièrement donc, sa participation depuis 2 ans à l'enquête Image Choc, éduquer à l'image en période de pandémie. Là, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et ses travaux actuels portent sur la couverture médiatique de la criminalité en France et en Allemagne, et aussi sur le populisme. Autre intervenante, Karen Prévost-Sorbe, professeure d'histoire-géographie EMC, détachée au rectorat de l'Académie d'Orléans-Tours, donc coordinatrice académique Clémy, chargée de développer l'éducation aux médias et à l'information dans le premier et le second degré. Elle est également adjointe au délégué académique au numérique et elle fait partie de l'équipe académique Laïcité et Valeurs de la République. Donc, je vous propose, si vous avez des questions, d'indiquer ces questions dans le chat et donc je poserai ces questions donc à nos deux intervenants une fois qu'ils auront fait leur exposé. Merci. Et je cède tout de suite la parole à Nicolas Hubé. Merci pour cette invitation. Je vais essayer de me tenir un exposé liminaire un peu bref pour qu'on ait de la place à la discussion. J'aimerais revenir sur 3 points. Le premier, rapidement, rappeler, quand on analyse les discours médiatiques, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête, pourquoi on peut parler de passage d'un fait divers à un fait de société. Je reviendrai ensuite, parce que ceci est lié à cela, et on le disait sur les 30 dernières années, comment on en est venu dans le cadrage médiatique à allier un problème de violence urbaine à la question de la laïcité et du fondamentalisme, mais comment on a glissé au fur et à mesure. Et je l'illustrerai ensuite, troisième moment, sur le moment polémique de la rentrée 2019, lorsque la FCPE met une femme voilée sur ses affiches. Alors, premièrement, donc, revenir sur le journalisme dans son ensemble, je crois qu'on va tous les deux faire un peu ce point-là, mais de rappeler que d'abord, les médias, ce ne sont pas un singulier. Quand on dit les médias, on dit souvent on en fait un singulier. Il y a des rédactions, des choix rédactionnels, et la couverture médiatique d'un phénomène n'est jamais un reflet, mais les médias, les journalistes, les rédactions sont aussi des acteurs de cette production. Et le choix de l'actualité est toujours et a toujours été, et c'est aussi important, notamment quand on réfléchit à qu'est-ce que l'information, un arbitrage entre des choix commerciaux et des choix politiques. Choix commerciaux parce qu'effectivement, le bien public d'information est aussi un bien commercial qu'on vend à un public
renvoie à une audience, et ce public, on le cible en fonction d'attendus, soit d'attendus politiques, soit d'attendus religieux, soit d'attendus de pratiques culturelles, sportives, etc., etc. Mais toujours est-il que le choix de l'information est toujours celui de atteindre une audience que l'on s'imagine. Alors, lorsqu'on on fait ces choix d'actualité, lorsque les journalistes font des choix d'actualité, ils sont pris dans quantité d'injonctions contradictoires, trouver un sujet nouveau, et on le sait, la course à la temporalité est importante, trouver un sujet qui peut plaire, et de plus en plus, il y a une pression dans les rédactions pour que ce soit des sujets qui fassent du clic. Il y a une vraie transformation depuis quelques années à l'intérieur des rédactions, y compris de presse écrite classique, de d'abord publier en ligne pour ensuite les publier finalement très en retard, c'est-à-dire une journée plus tard dans la version papier. Mais c'est aussi de parler d'un sujet que tout le monde va comprendre, tout le monde, dont on attend qu'il est dans l'actualité. Donc, quand on dit dont on attend qu'il est dans l'actualité, c'est qu'il y a un phénomène d'attention partagée. Les journalistes, avec leurs sources, avec les différentes parties prenantes du débat public, font d'un sujet un sujet, et c'est là où j'en viens, un sujet de société. C'est-à-dire que le premier choix du journaliste, c'est de jeter quantité d'informations à la poubelle, mais les sujets qu'on retient, et en particulier qu'on va retenir par exemple à l'ouverture d'un JT, ce sont, et en particulier les faits divers sont des faits qui font société. C'est-à-dire qu'on en dit que ce sont des sujets qui parlent à la société, qui doivent intéresser tout le monde, qui en font des phénomènes publics. On pourrait ajouter toute une liste à ce phénomène-là. Par exemple, certains sujets ont été pendant des décennies, voire des siècles, réduits à la sphère privée. Prenons les questions des relations de couple qui, après l'affaire MeToo, deviennent des vrais problèmes liés à du harcèlement, voire au viol. Mais il faut à un moment donné que le sujet devienne un phénomène de société pour que tout le monde en parle. C'est ce qu'on appelle plus classiquement la mise à l'agenda. Mais le traitement journalistique, en particulier d'un fait divers, est toujours, ce que disait Auclair dès 1982, le signe de quelques dérogations à la norme, mais aussi pour en faire une nouvelle norme. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est parce que, précisément, il faut qu'un sujet devienne compréhensible, et quand il devient compréhensible, c'est qu'on va aussi en faire des normes. Et en lien avec notre question de la laïcité, globalement, pendant pratiquement un siècle, c'était un non-sujet. C'était un non-sujet parce qu'on avait d'autres thématisations du sujet. Ça devient maintenant un sujet dans l'espace public, et en particulier le lien entre laïcité et école, parce que on qualifie ce problème différemment qu'il l'a été. Et j'en arrive du coup à mon deuxième point. Il n'aura échappé à personne que quand on parle laïcité, on veut parler d'islam. Quand on veut parler d'islam, on veut parler de jeunes de banlieue. Or, il est précisément intéressant de se pencher sur qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui a rendu possible depuis les années 80, voire 70, la couverture de ce sujet. Si on regarde ce sujet depuis maintenant les années 70, on se rend compte qu'en fait, dans les années 70, on a, et ceci est lié à cela, c'est-à-dire que les médias ne sont jamais seuls, je le disais, un fort clivage politique entre une droite gouvernementale et une gauche d'opposition depuis au moins 25 ans. La presse télévisée est très liée à l'ORTF, mais elle va s'intéresser à ce qu'on appelle les grands ensembles déshumanisés. La presse de droite relaye, elle, une crainte sécuritaire, les lois sécurité, liberté, perfide, tandis que la presse de gauche va dénoncer un complot politico-médiatique. Bref, il n'y a pas de sujet, ni de banlieue, ni d'autres sujets. Dans les années 80, on a évidemment l'arrivée de la gauche au pouvoir, on a de nouvelles thématisations, du côté scolaire, l'invention des REP, et puis, enfin des ZEP à l'époque, et puis on va thématiser la question de l'intégration. Question d'intégration relayée par la presse écrite et la télévision. On a des mouvements qui s'organisent, notamment des mouvements de type SOS
SOS Racisme, mobilisant les immigrés de la seconde génération. Mais là encore, on va parler d'un lien entre banlieue et intégration. Tandis que la presse de droite a une énorme difficulté dans les années 80 à traiter de cette question, d'autant plus que cette question n'est abordée que sous l'angle de l'immigration, et c'est, je vous le rappelle aussi, le démarrage d'un parti qu'on appelle le Front National, notamment à Dreux, etc. Donc c'est le problème, quand il y a des violences urbaines, il commence à y avoir à Villeurbanne, de l'articulation entre immigration et insertion, entre immigration et intégration, mais là encore, on ne parle pas nécessairement de banlieue. Mais on commence, avec notamment la privatisation de la télévision, à découvrir le poids des images chocs, mais on est vraiment sur un phénomène de violence urbaine et articulé à l'intégration et à l'immigration. Les années 90, on a un petit glissement, puisqu'on va parler du désordre à la menace des banlieues. Et là encore, on est sur la banlieue. On a Creil, l'affaire du foulard islamique, on commence à voir ce phénomène. On a les banlieues avant Envelin qui flambent. On a la première guerre du Golfe. Et on a tout ce discours autour de l'incapacité de ces groupes, de ces descendants d'immigrés à s'intégrer. Mais là encore, on aurait une incompatibilité culturelle, mais non cultuelle. Quand on parle d'intégration, ce n'est pas l'islam qui pose problème, c'est des immigrés d'une autre culture. Des immigrés qui n'arrivent pas à s'intégrer avec une sous-culture délinquante, mafieuse, intégriste. La chose change après 1995 et avec les premiers attentats islamistes, mais c'est un phénomène lié à l'Algérie. Mais on commence à avoir une menace qu'on peut objectiver, puisque pour la première fois en 1995, l'AFP crée une rubrique dans son fil d'info qui s'appelle « Violence banlieue ». Donc on lit, là encore une fois, violence et banlieue. On a un changement, le seul, à ce moment-là, le Monde des Libérations vont rester plutôt sur un traitement social de cette question. Le changement ensuite va être à la fin des années 90, c'est la fameuse campagne de 2002, mais qui démarre après 99, où tout un ensemble de journaux, y compris à gauche, vont reprendre un discours sécuritaire, c'est le moment Chevènement. Marianne, Le Figaro vont critiquer l'angélisme de la gauche. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir cette question. Mais on ne va plus parler d'intégration, on ne va plus parler d'immigration, on va parler alors essentiellement et surtout d'insécurité. Et le phénomène est un phénomène d'insécurité. Mais là encore, on n'a pas de questions liées à la laïcité. On a progressivement, et le gouvernement Chirac II et son ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, va là encore thématiser l'insécurité, les zones de non-droit, et c'est les banlieues, Villiers-le-Bel, la crise de 2005, le fameux Karcher. Il faut en fait attendre Mohamed Merah et puis surtout les attentats de 2015 pour que on ait très clairement à ce moment-là une articulation entre insécurité, banlieue, radicalisation, mais cette fois-ci radicalisation islamiste, et donc le discours qui était porté dès les années 80, fin des années 90-2000 sur il ne faut plus laisser de zone de non-droit à la République, mais qui est sur un mode, il faut que les institutions soient présentes. Désormais, ce discours des zones de non-droit et de la présence de la République dans tous les territoires est associé, et c'est finalement très récent, même pas une petite décennie, c'est associé à la question de la laïcité et de la radicalisation, alors qu'elle a été pendant 30 ans une question avant tout sécuritaire. Alors j'en arrive à mon dernier point, peut-être directement lié à la thématique du jour, après ce grand écart, c'est la rentrée 2019. Alors, petit rappel des titres, au printemps de l'année 2019, le groupe Les Républicains au Sénat commence à intégrer et à faire une proposition de loi pour interdire les sorties scolaires aux femmes accompagnantes, femmes voilées.
Ce projet est voté au Sénat à majorité LR, mais se fait débouter notamment au Conseil d'État, puisqu'on rappelle l'arrêt de 2013 du Conseil d'État qui stipule ou laisse ouverte l'idée que en fait, les personnels accompagnants ne sont pas des représentants du service public. Après juillet 2019, une mesure adoptée par la Cour d'appel de Lyon qui est assez peu mise en avant, mais qui est importante puisque la Cour d'appel de Lyon, très explicitement, redit, s'appuyant sur 2013, et c'est un arrêt qui porte sur le cas inverse, c'est-à-dire à partir de quand une maman ou un papa peut être considéré comme non plus accompagnant, mais comme représentant finalement de l'État, faisant fonction d'un service d'action publique, et dans les attendus du tribunal, il rappelle explicitement que accompagner une sortie scolaire n'en fait pas un représentant du service public. Suite à ça, deux phénomènes. D'un côté, la nouvelle campagne de la FCPE qui a parmi ses affiches je vais en sortie scolaire et alors, donc avec cette maman accompagnant sa fille. Au même moment, là encore, le vadémécum de la laïcité qui finalement se met à jour et se met en conformité avec ce que dit le droit, puisque le vadémécum, dans une position gênant sur les entournures, le ministre, ne fait que rappeler que finalement, effectivement, accompagner les sorties scolaires ne vont pas à l'encontre du principe de laïcité. Simplement, il est préférable que, en principe, en vertu d'un principe d'ordre public. Bref, on a une confusion puisque au moment où sort l'appel, le ministre de l'Éducation, dans une conférence au lycée Louis-le-Grand, va prendre une position, mais va non seulement prendre position, mais va prendre une position extrêmement politique, extrêmement offensive et finalement presque à l'encontre du principe même de la fonction qu'il occupe. Il dit certains groupes fondamentalistes essayent d'intoxiquer les plus jeunes lors de cette conférence et il appelle au cours de ce débat précisément, et il rappelle pendant toute la polémique que certes le droit s'est autorisé, mais quand même il ne souhaite pas voir cela dans le débat public. C'est-à-dire qu'on a très explicitement tout de suite le lien entre une maman ordinaire et le fondamentalisme et la radicalisation. Le débat public est très clivé, Le Figaro, Le Point, Valeurs Actuelles, LCI vont très fortement attaquer au nom de l'islamisme, c'est-à-dire l'équation voile égale islamisme égale fondamentalisme égale terroriste. On peut avoir Yves Tréhard, directeur de la rédaction du Figaro, disant « Je n'aime pas la religion musulmane, je n'aime pas les musulmans » sur le plateau de LCI, ce qui va à l'encontre du principe des règles de la liberté d'expression. Donc on a quelque chose qui prend très fortement à droite. C'est un phénomène, un fait de société qui est tout de suite politisé. À l'inverse, Libération, par exemple, va, et de manière peu surprenante, plutôt donner très largement la parole à Libération et à une position plus compréhensive de cette question-là. Une presse intéressante, c'est assez classiquement Le Monde, mais aussi La Croix, qui tous deux vont rappeler le droit, vont rappeler non pas l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon de 2019, mais vont rappeler l'arrêt du Conseil d'État de 2013 et vont finalement assez peu cliver le débat. Et là encore, de manière très pratico-pratique, la presse quotidienne régionale et 20 minutes, c'est-à-dire les médias les plus populaires, vont, eux, être plutôt sur est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, pratiquement un journalisme de service expliquant, là encore, en rappelant le droit, que finalement, ce n'est qu'une maman et que en tant que maman, le droit l'y autorise et ne vont absolument pas rentrer dans la polémique. C'est-à-dire qu'on a un débat qui est d'un côté très clivé, qui essaye d'en faire un phénomène de société articulant voile et radicalisation, et puis d'un autre, un espace médiatique qui lui aussi est beaucoup plus pesé. Le débat va continuer puisque c'est le 11 octobre, soit 15 jours après cette affiche, que le conseiller régional de Côte d'Or, de la région Bourgogne,
au Doul du Rassemblement national qui organise ce piège, piégeant une maman accompagnatrice avec d'une sortie scolaire, et essayant de glisser encore plus loin la question, puisque non seulement il articule accompagnant scolaire, laïcité, mais surtout la neutralité d'un espace politique qui, précisément, en droit, ne peut pas être neutre, puisque c'est un espace politique. Et on le rappelle assez peu, l'abbé Pierre en soutane, ça relève finalement d'un espace très politique. Mais là encore, le ministre et le groupe Les Républicains vont refaire des propositions. Le débat va continuer. Le 14 octobre, 3 jours après, une sortie scolaire de Créteil a dû être annulée, tout simplement parce que la caserne des pompiers refusait d'accueillir cette classe parce qu'une maman était voilée. C'est-à-dire qu'on n'est même plus ici du côté de la laïcité, on est clairement du côté d'une pratique raciste, mais qui est mise sous le mot de la laïcité. Le Figaro, là encore, pour dire que c'est une question très politique, va publier un sondage qui sort au même moment, expliquant que 66% des Français, et Le Point le relaye aussi, sont pour l'interdiction du voile dans les sorties scolaires. Et lorsqu'on regarde en détail le sondage, on remarque surtout que 34% des sondés sont totalement indifférents à la campagne de la FCPE, c'est-à-dire en gros, ils ne l'ont jamais vu. Dernier point, donc pour essayer de synthétiser, ce qui est intéressant dans ce cas-là, alors l'affaire s'arrête en fait parce que après le 14 octobre et quelques propositions visant à interdire cela, le gouvernement lui-même va être pris par la tempête des gilets jaunes et finalement on a totalement oublié cette polémique. Si on faisait maintenant ce sondage, je pense qu'il y aurait un peu plus que 34% qui seraient indifférents à cette campagne. On est passé à autre chose. On est passé à autre chose, mais pas totalement. C'est-à-dire que ce que nous montre ce cas, c'est qu'on a bien une construction d'un discours qui est à la fois relayé par les médias, mais qui fait aussi l'objet de tensions dans les médias autour de la laïcité / les banlieues / la radicalisation. On a tout un ensemble de glissements successifs avec un ministre qui ne dit plus le droit, un jeu sur des consignes qui sont elles-mêmes floues, puisqu'on est sur un vade-mecum qui n'est absolument pas contraignant, la leçon de la chose, c'est que la laïcité dans le débat public, avant d'être une discussion sur une valeur de la République, semble beaucoup plus être un bon révélateur d'une radicalisation du débat public autour d'opinions très clivées, et ce qui en fait beaucoup moins un principe commun qu'un enjeu de tension politique entre différents groupes. Voilà un peu les propos liminaires que je vais introduire dans cette discussion. J'étais un peu trop long. Merci. Karen, donc sur l'enseignement des médias, juste que je partage. C'est bon, il faut juste mettre en plein écran. Voilà. Alors, donc moi, je vais essayer vraiment de revenir à l'idée de croiser laïcité et éducation aux médias et à l'information, de voir concrètement en classe comment on pourrait traiter cette question des discours médiatiques autour de la laïcité, c'est-à-dire comment on peut en faire aussi un objet, un matériau pédagogique pour travailler l'éducation aux médias en classe. Alors, juste un petit point qui me semble important, c'est déjà de repréciser d'où je viens, puisque Françoise a expliqué que j'étais professeure d'histoire-géographie et EMC, mais je suis maintenant, depuis un certain nombre d'années, aussi coordonnatrice académique du CLEMI. Le CLEMI est un partenaire qui peut être mobilisé pour mener des actions en éducation aux médias et à l'information, que ce soit auprès des INSPE, mais que ce soit aussi dans les collèges, dans les lycées. Le CLEMI
CEAMI, c'est le Centre d'éducation aux médias et à l'information. Donc, il y a un coordonnateur ou une coordonnatrice dans chaque académie. Donc, je vous invite vraiment à aller, à vous rapprocher du coordonnateur ou de la coordonnatrice, ne serait-ce que peut-être pour mettre en place des actions qui pourraient être menées au sein des INSPE ou qui pourraient être menées auprès des établissements scolaires, au plus près des élèves. Alors, le CLEMI dispose d'un site national que vous pourrez consulter avec des ressources pédagogiques, des publications, une veille documentaire. Et dans chaque académie, il y a aussi un espace académique et vous pourrez également y retrouver toutes les formations qui sont proposées. Alors, je voudrais faire un point sur l'éducation aux médias et à l'information, bien insister sur le fait que certes, l'éducation aux médias et à l'information n'est pas une discipline en France, c'est un enseignement transversal qui doit être porté par tous les enseignements, mais bien rappeler que l'EMI est présente de l'école primaire jusqu'à la classe de terminale et il y a notamment dans les nouveaux programmes du lycée, il y a vraiment des entrées très concrètes, je pense notamment en classe de seconde, en lettres, en classe de première, en histoire, géographie, sciences politiques, géopolitique, en classe de terminale aussi sur la question du droit. Il y a des entrées très concrètes pour travailler l'EMI et surtout pour travailler la question de la laïcité et son traitement par les médias. Je pense que ça peut être vraiment une entrée très pertinente et très intéressante. Dans le cadre de la rentrée 2021, comme chaque année, le CLEMI a publié une brochure pédagogique qui s'intitule « Éduquer aux médias et à l'information ». Cette brochure s'adresse tout particulièrement aux étudiants et aux professeurs stagiaires, mais elle peut être aussi utilisée par les enseignants un petit peu plus expérimentés. Dans cette brochure, justement, il y a des fiches conseils, il y a des fiches pour actualiser ses connaissances sur les médias et il y a des activités clés en main. Notamment dans cette brochure, il y a un point qui est fait sur les bouleversements qui sont dus notamment à la révolution numérique, à l'évolution aussi des consommateurs d'actualité et d'information, dont a parlé M. Hubé, c'est-à-dire que ça, il faut aussi le prendre en compte dans la manière dont actuellement la laïcité est traitée dans les médias. Il y a ces bouleversements qui ont lieu depuis quelques années au sein des médias, qui ont un impact direct sur le traitement même qui peut être fait, par exemple, sur la laïcité. On verra ça plus tard, un petit peu plus tard dans mon propos. Alors, ce qui me semble intéressant, c'est lorsque on travaille sur l'éducation en médias, c'est de s'appuyer sur un référentiel des compétences en EMI qu'on pourrait travailler auprès des futurs enseignants, notamment dans les INSPE. Et par rapport au sujet que l'on a aujourd'hui, à savoir le traitement médiatique des discours sur la laïcité, il y a, à mon avis, un certain nombre de compétences qui figurent dans le référentiel des compétences en EMI, référentiel qui a été élaboré par le CLEMI et qui est disponible depuis avril 2020. Moi, j'ai repéré un certain nombre de compétences qui pourraient être travaillées sur ce sujet. Ce qui me semble très important, c'est comprendre le circuit de l'information, notamment comment est fabriquée l'information, puisqu'on a tendance à l'oublier, mais l'information, c'est une fabrication, c'est une construction. Et M. B en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi la question d'identifier les composantes de l'information. Aujourd'hui, notamment avec la question du numérique, on voit bien aussi qu'on a différents formats de l'information et ça va tout de suite avoir un impact sur la manière aussi de traiter l'information. On voit bien aujourd'hui notamment le visuel a une place très importante, notamment dans l'information, tout ce qui est relatif à l'image. Ensuite, M. B en a parlé, mais je pense qu'il faut aussi s'interroger sur ce que sont les médias aujourd'hui, dans quelle situation ils sont aujourd'hui, notamment quelle situation économique, parce que ça a un impact direct aussi sur la manière de traiter l'information. Il y a des sujets qui sont beaucoup plus bankable que d'autres, parce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi que les médias sont des entreprises aussi capitalistes, qui sont là aussi pour gagner de l'argent. Il y a aussi la question des genres, des formats, j'en ai parlé. Et enfin, ce qui nous touche directement par rapport à la laïcité, c'est aussi questionner les enjeux de citoyenneté aussi qu'il y a derrière le traitement médiatique même de la laïcité par les médias. Alors, juste un point qui me semble intéressant par rapport aux ressources, c'est qu'il y a quelques années, en 2016, la revue TDC avait consacré un numéro au discours médiatique et cette revue, notamment ce numéro 1104, me paraît très important, même s'il date déjà de 2016, c'est qu'il montre bien tous les bouleversements qui ont lieu aujourd'hui dans les médias. Ce qui me semble aussi important, c'est qu'on voit bien aussi toutes les critiques qui sont formulées contre les médias et contre les journalistes. Et on voit bien que
par rapport au traitement qui est fait aussi de la laïcité, il y a aussi beaucoup de critiques, beaucoup de critiques. Alors, pour aller un petit peu plus loin, moi je vais me focaliser sur 3 points par rapport à ce sujet. Un, bien comprendre le contexte dans lequel se trouvent aujourd'hui les médias, comment est produite l'information. Le second point, ça sera vraiment définir des notions en EMI, parce que là on a parlé de discours, donc discours médiatique. Ça veut dire quoi un discours médiatique? Et le troisième point, concrètement, ce que l'on peut faire en classe avec les élèves, surtout en lycée par rapport au sujet, parce que c'est quand même un sujet assez sensible. Alors, par rapport au contexte qui me semble important, notamment pour les jeunes enseignants, mais aussi pour les formateurs en INSPE, c'est bien comprendre qu'aujourd'hui, le contexte a profondément évolué, changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question de la laïcité, elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y a eu un événement aussi déclencheur qui a fait que la laïcité est revenue au devant de la scène, c'est tout le contexte qui est aux attentats, au contexte terroriste. C'est-à-dire que ça a été l'occasion pour les citoyens de se réemparer de cette question de la laïcité. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le sujet de la religion a toujours été traité dans les médias. Quand on peut regarder quelques médias, et notamment, je vous invite vraiment à utiliser la ressource de Gallica, qui est très utilisée notamment par les enseignants d'histoire, mais qui peut être utilisée par les enseignants de lettres, les enseignants de philo, les enseignants de sciences éco. On voit notamment dans certains journaux donc, plus anciens que la religion a toujours tenu une place importante, mais ce qui est sûr et certain, c'est que la religion devient un thème très difficile à traiter aujourd'hui en France dans les médias. Ça a toujours existé, sauf que ça devient un thème de plus en plus difficile à traiter. Il y a vraiment une difficulté pour les journalistes, que ce soit des journalistes jeunes dans la profession, un petit peu plus expérimentés, de traiter cette question-là, ce sujet-là, parce que c'est à la fois un sujet très technique et c'est aussi un sujet très émotionnel. Donc, il y a beaucoup de pathos autour de cette question. Ensuite, le problème, quand on regarde aussi la manière dont est traitée la laïcité dans les médias, on voit bien que souvent les journalistes et les entreprises de presse, lorsqu'elles s'attaquent à ce sujet, elles le font en réaction à. Donc, ça veut dire qu'on travaille dans l'instant, dans l'immédiateté, donc le sujet est traité très très rapidement et on réagit à un événement qui s'est déroulé. Donc ça peut être assez problématique parce que en fait, on court après l'événement et on court aussi à l'audience, à l'audimat. Et le problème, c'est que la manière dont c'est traité, ça tend plus vers la polémique que vers une explication de ce qui se passe réellement et ce qu'attendraient en fait les lecteurs, les internautes, les spectateurs. En fait, c'est d'amener de l'intelligibilité sur un événement qui est parfois très complexe à comprendre. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que notamment depuis 2015, mais ça c'est directement lié aux attentats de Charlie Hebdo, c'est que le traitement de l'information, notamment sur les faits religieux et la laïcité, est devenu encore plus compliqué que par le passé. C'est vraiment un sujet très complexe à traiter. Et ensuite, il y a un autre point, et le dernier qui me semble important, c'est qu'on a changé de contexte aussi au niveau du traitement médiatique et les journalistes aussi ont changé d'environnement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont concurrencés par les réseaux sociaux, par Internet, et aujourd'hui, les réseaux sociaux offrent une tribune à n'importe quel internaute pour s'exprimer, pour commenter sur notamment la laïcité. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça part un petit peu dans tous les sens et c'est assez problématique et ça n'apporte pas un climat apaisé pour bien comprendre ce qu'est la laïcité et les enjeux actuels autour de la laïcité. Alors, autre point qui me semble très important aujourd'hui, en 2021 aussi, lorsqu'on évoque la question du traitement médiatique, du traitement médiatique de la laïcité, c'est aussi bien se remettre dans le contexte actuel, c'est-à-dire que dans quelques mois, nous serons face à une échéance très importante, et je pense qu'il faut le rappeler, et je pense que c'est quelque chose aussi qu'on doit impérativement avoir en tête dans les activités que l'on peut proposer à nos élèves, notamment en lycée, c'est qu'on se retrouve là dans une période préélectorale, on approche tout doucement des élections présidentielles et il
peut dire que la laïcité, il y a de fortes chances que la laïcité soit un sujet très important dans les médias parce que ça sera un sujet de campagne. Et je voulais juste revenir sur le fait qu'en 2017, justement, en période préélectorale, justement, lors des dernières élections présidentielles, l'Observatoire national de la laïcité, dans son rapport, avait vraiment mis en avant l'idée qu'il fallait que les journalistes et les médias soient très vigilants dans la manière de traiter cet événement-là, cet événement, ce sujet, et de faire très attention de ne pas y mettre trop de passion aussi, parce que ça empêche toute approche rationnelle. Donc là, on est sur un extrait du rapport de 2016-2017, mais il faut avoir en tête qu'on est à nouveau dans une période préélectorale. Tout doucement, on arrive aux élections présidentielles. Donc, je pense que ça, il faut le garder en tête. Et la laïcité, à mon avis, c'est vraiment un objet qu'on peut avoir d'études avec les élèves, notamment voir comment ça va être traité dans la presse dans cette période préélectorale. Et plus ça approchera des élections, plus ça sera intéressant, à mon avis, de l'étudier avec les élèves. Pour dire que c'est un sujet aussi délicat à traiter pour les journalistes, c'est qu'en 2019, le gouvernement a publié un traité médiatique de la laïcité. C'était une manière d'outiller les journalistes afin qu'ils puissent traiter au mieux ce sujet dans leurs articles, dans leurs reportages. Et notamment, quand vous feuilletez ce petit traité médiatique de la laïcité, il y a une mise au point historique, il y a une mise au point juridique, et il y a tout ce qui concerne des jurisprudences aussi. Et on retrouve aussi des dérapages de la presse, notamment des titres qui ont fait sensation, mais qui étaient très problématiques. Donc là, on a quand même un document qui a été rédigé, élaboré par le gouvernement pour les journalistes, pour les médias, pour dire que c'est vraiment quand même quelque chose qui est assez problématique à traiter par les journalistes et les médias. Alors, face à ça, il y a quand même une demande très forte de la société. On le voit, il y a vraiment une montée en puissance de l'exigence éducative. C'est ce que dit très clairement Hervé Brusini, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on attend aussi des journalistes qu'ils soient plus transparents dans leur manière de travailler, de traiter un événement, et surtout, on attend d'eux qu'ils puissent expliciter ce qui se passe dans la société, c'est-à-dire qu'on attend d'eux de la pédagogie et d'assurer pleinement leur fonction démocratique. On y reviendra, mais les médias et les journalistes ont une fonction démocratique. Donc, c'est essentiel qu'ils puissent aussi traiter la question de la laïcité sans passion, d'essayer de prendre de la distance avec toute émotion et de traiter ça de manière objective, dépassionnée. Donc, il y a quand même une exigence très forte sur les journalistes aujourd'hui, sur cette question-là. Ensuite, par rapport aux journalistes, et ça me semble très important aussi à expliquer aux élèves, c'est que les journalistes, en fait, ils sont coincés dans un étau, c'est-à-dire qu'à la fois le journaliste, il a pour mission d'informer le public, c'est un acteur social très important. Les journalistes, enfin, on sait que il y a certains écrits journalistiques qui ont permis d'enclencher des transformations dans la société, des transformations politiques. Mais en même temps, le journaliste, il faut qu'il soit aussi très vigilant dans la manière de traiter certains faits d'actualité parce qu'il a une responsabilité sociale. C'est-à-dire que très concrètement, il ne faut pas qu'il mette le feu. Donc, il faut faire très attention. Il doit donner à voir et expliquer ce qui se passe, mais en même temps, il doit faire attention de ne pas provoquer... Très concrètement, on ne l'attend pas sur la polémique, le journaliste. Il n'est pas là du tout pour polémiquer, sauf qu'aujourd'hui, c'est la critique qui lui est adressée. Même si tous les journalistes ne font pas ça, il faut nuancer le propos, notamment auprès des élèves, ça me semble très important, mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, il y a une tension forte. À la fois, il faut qu'il informe le public et il a une certaine responsabilité qu'il doit tenir. Il faut faire très attention. Il a des devoirs. Alors, ce qui est problématique aujourd'hui, si on se place aussi du côté du public, des lecteurs, de l'auditeur, du spectateur, et ce qu'on entend souvent, c'est que les journalistes ont une manière de traiter les événements qui est partout la même. C'est-à-dire que quand vous écoutez certains auditeurs qui prennent la parole au micro,
peu importe la radio, ou qui écrivent au courrier du médiateur d'un média papier, ils disent que la manière de traiter un événement, c'est la même dans tous les médias. Alors, est-ce que pour autant, il y a une lecture homogène des événements dans tous les médias? C'est faux. Ça, c'est un leurre. Par exemple, la laïcité, certes, c'est un sujet très important, mais quand on regarde vraiment chaque média, il n'y a pas une lecture homogène d'un événement. C'est ce qu'a dit Monsieur Hubé. Et ça me semble important aussi de le rappeler aux élèves, de bien faire passer ce message-là aux élèves et de leur montrer avec des exemples concrets. C'est que ce qu'on peut entendre parfois en classe, c'est tous les médias font la même chose, tous les médias sont pourris. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut impérativement combattre en classe et leur montrer que les choses sont bien plus complexes que ça. Alors, il est vrai que les médias sont dans une logique de forte concurrence, ils sont obligés de s'aligner les uns sur les autres, hein, puisque la logique est forte de concurrence, mais il n'en reste pas moins qu'avec l'arrivée du numérique et cette forte concurrence, ils sont obligés aussi de révolutionner leurs pratiques. Et ce que l'on voit, c'est que par le numérique, cette concurrence leur a permis aussi de révolutionner, de changer les angles, les modes de traitement, les choix éditoriaux. Donc, quand on regarde de près, on se rend compte qu'il n'y a pas une véritable lecture homogène des événements et ça vaut aussi pour la laïcité, elle n'est pas traitée de la même manière par tous les médias. Voilà. Ensuite, ça je passerai vite là-dessus, mais ça me semble important aussi par rapport au contexte, c'est bien de rappeler aussi que l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux a quand même grandement bouleversé le paysage médiatique, le travail des journalistes. Là, vous avez quand même une assez symbolique de l'IB qui est souvent d'ailleurs utilisée en classe, à savoir tous journalistes. Ça, je pense qu'aussi, c'est un point qu'il faut travailler avec les élèves, c'est-à-dire que le journaliste, c'est un métier à part entière avec de véritables compétences professionnelles et l'information est le produit d'un travail d'un professionnel. Tout le monde n'est pas journaliste et l'information, c'est vraiment un produit de qualité et un produit payant, il faut le rappeler aussi. C'est un produit et un bien aussi commun dans notre société. Alors, le deuxième point, je vais aller très vite parce que le temps passe. Ça me semblait important de revenir aussi sur des notions clés en EMI, c'est-à-dire les fondamentaux, à savoir le mot discours et le mot média, le discours médiatique, et de bien avoir en tête qu'un discours, c'est un acte langagier d'où immerge un texte, un contexte, une intention. Donc tout ça forme quand même une entité assez complexe qu'il conviendrait d'analyser en classe et que le discours produit par les médias, c'est un discours aussi très particulier dans tous les discours. Et que, comme l'a dit M. Hubé, il n'y a pas un média, il y a plusieurs médias, ça veut dire qu'il y a plusieurs types de discours sur un même événement. Donc, pourquoi il convient de bien les étudier. Après, bien se rappeler aussi la fonction des discours médiatiques par rapport, nous, pédagogues, par rapport à ce que l'on doit faire en classe, à savoir bien rappeler quand même qu'un discours médiatique aussi est important pour un citoyen, notamment pour se forger son opinion, pour pouvoir agir en citoyen éclairé, responsable, c'est-à-dire faire des actes tout en connaissance. Voilà. Donc, les discours médiatiques, ne pas l'oublier, ils contribuent aussi à orienter notre attention. Ce n'est pas ce qu'il faut penser, mais à quoi il faut penser. Tout à l'heure, M. Hubé en a parlé, il y a la question de l'agenda, c'est-à-dire que les journalistes et les médias réorientent une manière de penser sur certains objets. Ils alimentent notre réflexion, forgent notre opinion. Ils peuvent aussi infléchir nos idées, frapper nos imaginaires, influencer nos émotions. Et surtout, ce qui me semble important, c'est que ces discours médiatiques, ils sont là aussi pour nous amener à réfléchir. Et c'est ça ce qu'il faut aussi faire passer aux élèves comme idée, c'est que ces discours médiatiques aussi servent aussi à modifier nos représentations et peut-être à engager aussi chez nous des actions. Et là, ce serait intéressant par rapport aussi à la question de la laïcité. Donc, ces discours médiatiques ont aussi une incidence sur notre rapport au monde, sur notre vision du monde, ils orientent notre perception des faits. Et tout ça pour faire le lien aussi avec une mission clé de l'école, c'est faire de nos élèves
des citoyens, avant tout des citoyens. Et un citoyen, c'est quelqu'un qui agit, et pour agir, il faut bien connaître les choses. Et une manière de connaître les choses, c'est de se tenir informé, et correctement informé, sauf que s'informer, c'est quand même une tâche assez complexe. Ça doit s'apprendre, on doit éduquer et bien reconnaître aussi que ces discours médiatiques sont importants, mais il faut aussi pouvoir prendre de la distance par rapport à ces discours et savoir comment ils sont construits. Alors, ce qui me semble important avec les élèves, c'est de bien montrer qu'un discours, c'est d'abord une mise en scène. Et c'est encore plus vrai pour un discours médiatique. Je vais passer très vite parce que j'ai peu de temps, mais ce qui me semblerait important, c'est bien de leur montrer aussi qu'un discours médiatique s'appuie sur le traité de l'argumentation de Perelman, c'est-à-dire que dans un discours médiatique, et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec les effets de storytelling utilisés par les journalistes, c'est qu'il y a à la fois du logos, du pathos et de l'éthos. Ce qu'on pourrait reprocher aujourd'hui aux journalistes, c'est de trop tirer sur le fameux pathos, c'est-à-dire vraiment d'être sur le côté émotion, sensationnalisme, et de moins travailler tout ce qui relève du logos. Mais il faut l'avoir en tête, il faut vraiment avoir en tête que c'est une mise en scène. Ensuite, par rapport au travail fait par les journalistes, bien avoir en tête aussi qu'il y a un contrat tacite entre les journalistes et le public, le lectorat, l'auditeur, le spectateur. C'est-à-dire que le contrat d'information médiatique se caractérise par deux visées qui sont fortement contradictoires. C'est qu'à la fois le journaliste, il est là pour informer le public, mais aussi en informant le public, il ne faut pas perdre de vue que ce journaliste est souvent le salarié d'une entreprise de presse, donc il se doit de capter l'attention de ce public, puisqu'il faut vendre aussi pour que le média fonctionne. Donc il y a toujours cette tension entre les deux, parce que voulant vendre, parfois, on tire vers ce qu'on ne souhaiterait pas, notamment ce fameux storytelling qui tire vers le pathos et qui donnerait aussi de temps en temps, il y a certains articles qui pourraient devenir assez problématiques sur la manière de traiter notamment la laïcité. Ça a déjà été le cas, on est dans le sensationnalisme. Alors, ce qui me semble important par rapport aux élèves en classe, c'est vraiment de travailler avec eux sur la construction de l'information et d'analyser avec eux comment cette information elle est produite, construite, puisque c'est un discours qui est une mise en scène. Bien rappeler que ce discours médiatique, notamment sur la laïcité, il est construit à partir d'un événement, il faut qu'il soit produit un événement. Et cet événement, il doit être expliqué au public, parce qu'il y a une rupture d'intelligibilité. Donc, il n'y a pas de traitement sans événement. Et c'est encore plus vrai pour la laïcité, comme on l'a vu avec les exemples pris par M. D. Il faut vraiment qu'il y ait un événement qui soit une véritable rupture en soi pour que ça soit traité. Ensuite, un événement devient véritablement un fait journalistique. Ouais, merci François. Il devient véritablement un fait journalistique quand il est pris en main par le journaliste. Il y a un travail d'enquête qui est mené, on rassemble des faits, donc on le transforme. On peut passer à la suite. Et bien rappeler que, voilà, en fait, les événements qui sont rapportés par les médias ne sont pas des faits, mais des événements médiatiques. Et que derrière, il y a une construction et que le journaliste a effectué un choix. Ça me semble important. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a aucun événement, enfin, l'événement n'est jamais traité de manière homogène, car chaque journaliste fait des choix qui sont propres à sa rédaction, à sa ligne éditoriale. Voilà, il y a des choix qui sont effectués. Et surtout, ce qui me semble important, c'est ça, de rappeler aux élèves, que ce soit au collège ou au lycée, c'est bien de dire que l'information que les élèves ont face à eux n'est pas une information brute. Qu'au départ, il y a un événement, que le journaliste en parle de cet événement, il en fait un fait journalistique, il l'encode, oui, puisqu'il va utiliser le langage journalistique, et ensuite il met en scène l'information. Et avec le numérique, cette information, elle va être traitée de différentes manières, sous différents formats, ce qui peut parfois aussi biaiser la manière dont on va comprendre aussi la manière dont est traité l'événement. Parce qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais qui me semblerait aussi intéressant à travailler en classe, mais on n'avait pas le temps, c'est la question de la réception. Comment on réceptionne le discours qui est produit. Voilà.
Alors, en classe, très concrètement, ce qu'on pourrait faire en classe, et surtout au lycée, là, je vous ai pris des exemples très concrets, c'est le traitement médiatique de la laïcité en comparant différentes unes. On peut prendre des unes à travers le temps ou des unes sur un même événement, mais voir comment ça a été traité dans différents médias. Et là, on verra bien que ce n'est pas traité de la même manière. Donc, il y a aussi la construction discursive du fait laïcité. Vraiment, on rentre dans le langage même d'un article de presse. On voit quel est le champ lexical, quels sont les verbes utilisés. Voilà, ça peut être très intéressant, notamment par exemple en cours de lettres. Voir aussi la question des réseaux sociaux et des nouveaux médias, tous les récits alternatifs autour de la laïcité. Ce qui me semble aussi intéressant, c'est la parole des experts sur la laïcité dans les médias, parce que là, je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur ce qui est un expert dans les médias, et là, plus précisément sur la laïcité. Il y a peut-être aussi revenir sur un emballement médiatique comme l'affaire de Creil, et enfin, des controverses sur la laïcité dans les médias aussi. Ça, ce sont des exemples très concrets qu'on pourrait travailler en classe, des activités pédagogiques qu'on pourrait mener avec des élèves. Mais ce qui me semble essentiel, c'est de bien comprendre et de bien connaître le contexte des journalistes et des médias aujourd'hui, de bien aussi maîtriser certaines notions en EMI. Et troisième point qui me semble important, c'est bien comprendre la construction de l'information, la construction du discours médiatique. Et ce qui aurait été intéressant, c'est d'aller jusqu'à la diffusion et jusqu'à la réception finale. Voir que ce n'est pas si simple que ça, aussi au niveau de la réception, aussi, l'effet produit. Voilà. Eh bien, merci. Donc, Partage l'écran. On verra s'il y a des questions. bon, alors moi, je vais me permettre de relayer quelques questions. Merci Karen et merci Nicolas pour votre exposé très riche, très dense. Donc, je rassure tout le monde, tout est enregistré, donc vous pourrez revenir dessus, ce sera à tête reposée, à un rythme quand même très soutenu. Donc, je ne sais pas si vous voulez d'abord peut-être échanger. Enfin, moi, par rapport à ce qu'a dit Karen, donc elle a parlé d'expertise, d'experts sur la laïcité. Est-ce qu'il y a véritablement des journalistes experts en laïcité? Et est-ce qu'ils ont pris connaissance effectivement de ce petit fascicule, traitement médiatique de la laïcité, qui a été publié par l'Observatoire de la laïcité? Nicolas. Non, alors je pense que ce qui est important de noter, c'est quand on parle d'experts, c'est toujours ce recours que peuvent avoir les journalistes à des experts externes. C'est-à-dire, on l'a vu peut-être moins sur la laïcité que sur et on vient de traverser 18 mois où on l'a bien vécu sur les questions de santé. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de rubrique dédiée, je sais pas, la question de santé, on a certes des journalistes de santé, des journalistes sportifs, des journalistes judiciaires, mais à part ces quelques journalistes judiciaires qui peuvent être, ou qui traitent les banlieues, mais il y en a de moins en moins, qui peuvent être experts à un moment donné de ces questions, sinon on va toujours avoir recours à des personnalités externes réputées pour leur expertise, pour un ensemble d'ailleurs de capitaux, de titres à parler. Ça peut être qui est référent laïcité quelque part, si on va sur la laïcité, qui serait recteur ou proviseur de lycée ou de collège, qui peut être, donc, parmi les experts, vous allez avoir les représentants des fédérations de parents d'élèves, mais c'est aussi lié après, là aussi, au choix d'expertise et au choix de l'orientation du média lui-même. Et on a en sous-titre, depuis qu'on a commencé à discuter, la question des radicalisations sur des thèmes sur les plateaux. Si on pense à certains chroniqueurs
non-candidats, oui, futurs peut-être candidats. On ne citera personne. Et on ne citera personne, mais l'émission porte bien l'idée qu'on réunit des pros autour de la table, autour des experts qui ont des titres à parler. Mais là aussi, pas sur la laïcité, mais sur les questions de Covid, lorsqu'on y regarde un peu plus près, on se rend bien compte que c'est pas parce qu'on a une blouse blanche qu'on est expert en question d'épidémiologie. C'est pas parce qu'on a un prix Nobel qu'on est spécialiste d'épidémiologie. C'est pas parce qu'on est dans un institut médical et qu'on a un doctorat en astrophysique qu'on est encore une fois spécialiste en épidémiologie. Et sur des questions aussi floues ou aussi complexes, avec un secteur d'expertise moins dédié que la laïcité, à part aller chercher quelques juristes, mais ils sont peu nombreux, et puis ils vont parler une langue assez peu médiatique, le droit, c'est quand même assez pénible à faire passer, c'est complexe, on est toujours dans la nuance, et le droit de la laïcité est un droit tout en nuance, donc il ne va pas être très intéressant cet expert. En revanche, là, quand je travaillais sur le cas de la FCPE, parmi les expertises, cette fois-ci du Figaro, on est allé chercher une experte qui peut tenir des propos à l'encontre de ses mamans, dans lesquels elle dit elle se comporte en adulte, elle doit se comporter en adulte, mais pas en adolescence, elle doit faire la part des choses. Si on traduit, les mamans sont des connes et se comportent comme des midinettes. Donc on est dans une expertise toute relative, on est dans une expertise qui est très ajustée aux médias, c'est-à-dire que quand vous voulez être un média de droite, on va plutôt avoir des experts de droite avec ce que méchamment on pourrait appeler un idiot utile de gauche, et inversement, hein, c'est pas du tout, ça dépend des thèmes. Quand on est dans un média plus populaire, on va chercher des experts peut-être plus populaires, etc., etc. Et ça dépend après du type de média. Si vous allez sur un plateau chez Arte, vous pouvez vous attendre à une expertise avec des universitaires qui vont faire des phrases longues, ou c'est chez France Culture. Alors on va peut-être plus s'y retrouver chez France Culture parce que c'est notre monde, mais l'audience, elle n'est pas là. On va plutôt aller peut-être chez Hanouna, et Hanouna a une grande audience, et sur la question d'expertise, il faudrait beaucoup plus peut-être s'intéresser aux experts qui vont chez Hanouna que ceux qui vont chez France Culture ou chez Arte, parce que là, il y a un réel enjeu de faire entendre les autres parts. Quant à savoir, est-ce que les journalistes ont lu le rapport, je porte à parier que non. Là, du haut de mon expertise et sans expertise concrète, c'est typiquement pas la chose qui est nécessairement lue, chose chez les rubricards spécialisés, mais précisément parce que, on l'a dit, le journaliste, notamment, il traite beaucoup de sujets, est un journaliste tout-terrain, le couteau suisse diront certains, et donc du coup, il n'a pas le temps de s'intéresser, sauf s'il est vraiment spécialisé sur un domaine d'expertise, et encore une fois, il n'y a pas d'expert en laïcité. Peut-être à la Croix d'ailleurs, faudrait vérifier, et on le voit, le traitement de la Croix, pourtant journal professionnel, et sur ce sujet teinté d'une forte expertise. Il y a quelques chroniqueurs religion, et donc où on peut avoir ces discussions de laïcité, mais il y en a très peu en fait dans l'espace médiatique français. Et alors, vous avez, donc, lorsque vous avez cité l'exemple, je dirais très éclairant, cas d'école sur le voile des mamans, quelle est la part, je dirais, quelle est la prise en compte par les médias, on va dire, traditionnels, classiques, c'est-à-dire presse, radio, quelle est à l'heure actuelle la prise en compte de tous ces messages qui circulent sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils sont pris en compte ou pas du tout? Parce que moi, je dois dire que enseignante de terrain, la principale source d'information de mes élèves, ce sont quand même les réseaux sociaux, les messages qui sont échangés. Est-ce qu'il y a, à l'heure actuelle, une prise en compte de ces messages sur les réseaux sociaux par les journalistes presse, radio, télé? Ils sont toujours dans un rapport hyper ambivalent avec cette question-là. D'une part, et on l'a dit, ils peuvent faire le même constat que nous, et ils vont être les premiers à même être contraints de publier sur les réseaux sociaux leurs propres informations. Ils vont ensuite être relativement réceptifs
après, il y a quelqu'un dans la rédaction qui va veiller à voir les commentaires. D'une part aussi parce qu'ils ont une responsabilité éditoriale en cas d'atteinte des principes fondamentaux de la liberté d'expression. Ensuite, c'est l'autre réaction qu'ils peuvent avoir, ils vont avoir une veille sur un certain nombre de groupes et voir s'il y a un trend, comme on dit sur Twitter, et auquel cas, ils vont se dire peut-être qu'il y a un sujet à faire. Et donc, ils ne vont pas être immédiatement réceptifs de ce qui circule, mais lorsque la sauce prend, si on peut le dire, dans ce cas, ils vont voir s'il n'y a pas un sujet derrière, si on ne peut pas enquêter sur le sujet, s'il n'y a pas quelque chose à faire. Donc, ce n'est pas immédiat, mais c'est évidemment dans le viseur. Et quand il y a un sujet à faire, ça peut être un sujet de type fact-checking, donc l'idée d'aller vérifier les infos qui circulent, d'aller démonter les rumeurs, ou ça peut être précisément d'aller enquêter sur parce que les choses remontent. Parce que je pense un cas qui est quand même traité dans les écoles, l'affaire Mila, je pense qu'il y a une part quand même considérable, enfin c'est quand même une affaire, peut-être même plusieurs affaires dans l'affaire, qui est vraiment sortie par les réseaux sociaux, non? En grande partie. Et relayée ensuite. Ben, ça a d'abord été un enflammement de discours de haine, de cyber-attaque via les réseaux sociaux. Mais là encore, si on revient sur l'affaire Mila, comme souvent, elle n'est pas uniquement sur les réseaux sociaux, parce que précisément, on va l'inviter sur des plateaux, elle va tenir des propos sur des plateaux qui vont remettre une pièce dans la machine, donc ça va repartir sur les réseaux sociaux, elle va ensuite faire un ouvrage, elle va être surtout relayée, là encore, par des éditorialistes, et donc du coup, certes, le point de départ a été un propos et un emballement sur les réseaux sociaux, comme on peut en avoir classiquement sur d'autres sujets, et pas uniquement sur la question de l'islam. Les réseaux sociaux sont aussi des espaces de polarisation très forte, de clivage très fort. C'est pas pour rien qu'on se préoccupe de cette question des appels à la haine sur les réseaux sociaux. Appels à la haine qui ne sont pas que des appels à la haine liés à la question religieuse. Mais ensuite, c'est comment ça revient finalement dans l'espace médiatique plus classique, dans l'espace politique. Là encore une fois, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont intérêt à faire revenir cette affaire. Si on pense au Une du Point, si on pense à ce qui peut se dire sur un plateau de type CNews. Et ça pourrait être aussi le cas inverse, quelqu'un qui prendrait la défense des mouvements dits indigénistes, qui se ferait ensuite attaquer par d'autres. Donc ça peut être pour, ça peut être contre, mais c'est effectivement des phénomènes d'emballement très. Au point de perdre aussi de vue, si on revient sur l'affaire Mila, c'est ce que vous disiez peut-être sur une affaire parmi d'autres, c'est-à-dire qu'on a on a quelque part dans ce cas-là, si on regarde en droit, on a à la fois l'aspect absolument dégueulasse du cyberharcèlement et de la réelle agression qu'a subi Mila, et de l'autre, on aurait aussi très bien pu la poursuivre pour précisément appel à la haine, puisqu'elle a des propos à l'égard de la religion qui pourraient être aussi jugés pas toujours conformes à la loi sur la liberté d'expression. Mais évidemment, là c'est une question de cadrage. Le cadrage est parti vers un côté, et là moi je ne juge pas du tout. Il est indéniable que Mila a été victime de cyberharcèlement, mais on a oublié l'autre aspect de l'affaire. Merci. Alors, une question pour Karen. C'est formidable l'EMI à faire, mais là, je reprends effectivement, je suis enseignante, je commence par quoi? Et je me méfie toujours un petit peu aussi de tous ces enseignements, je dirais, transdisciplinaires. Qui peut faire quoi?
les disciplines, quelles sont les disciplines qui peuvent intervenir, et je commence par quoi? Parce que moi, tout à fait. Par rapport au sujet ou l'EMI de manière générale? Par rapport au sujet. Par rapport au sujet, je pense que la question de la laïcité, elle n'est pas portée par une discipline, par exemple par la nôtre, l'histoire-géographie, il en est hors de question. Je pense que toutes les disciplines doivent s'emparer de la question de la laïcité. Il y a vraiment un enjeu fort, il y a vraiment une urgence de s'emparer de cette question. Et par rapport aux pistes que je vais énumérer à la fin de mon propos, moi je pense que l'idée c'est de ne pas faire de l'EMI un truc en plus à côté de mon enseignement, à côté de ma discipline, c'est de voir comment je peux traiter la question de l'EMI dans ma propre discipline, dans ma démarche d'enseignement. Et par rapport à la laïcité, moi je pense que tous les enseignants doivent s'emparer de cette question et je pense qu'il y a différentes entrées, il y a différents angles qui peuvent être pris, mais je crois que aussi bien les enseignants qui relèvent des humanités que les enseignants qui relèvent des sciences dures doivent s'emparer de cette question-là, parce que ce n'est pas seulement un enjeu disciplinaire, c'est un enjeu de citoyenneté, en fait, c'est ce qui fait le fondement de notre pays, c'est un principe fort, donc il faut qu'on s'en empare tous, et je l'ai dit tout à l'heure, l'une des missions quand même essentielles de l'école, c'est de former des citoyens, c'est de les aider à s'insérer dans une société où ils devront jouer un rôle, et vraiment jouer un rôle, être engagés, être acteurs dans cette société. Et pour être acteur dans cette société, je le dis, mais je le redis, il faut se tenir informé, sauf que se tenir informé, c'est une exigence forte, ça ne se décrète pas, c'est pas inné, et ça, je pense qu'on peut tous le faire dans nos disciplines, on peut tous utiliser de l'actualité dans nos disciplines. Il y a toujours quelque chose qui a trait à notre champ disciplinaire qu'on peut introduire dans notre discipline. Et c'est une manière de faire de l'éducation aux médias aussi, de s'emparer de l'actualité pour faire le lien avec notre discipline. Et je pense aussi que ça donne du sens à ce qu'on fait aussi en classe quand on le rattache à l'actualité, quand on le rattache à ce qui se passe dans la société. Voilà. Par rapport au sujet, enfin, aux propositions que j'ai faites tout à l'heure, ce sont des propositions très concrètes, certes, qui ciblées sur le lycée, mais de l'éducation aux médias à l'information, et notamment sur la laïcité, on peut le faire dès les petites classes. Il ne faut pas attendre le secondaire, on peut le faire dès l'école primaire. Voilà, dès l'école primaire. Alors, j'ai une remarque de Sylvie Decroix que je vais lire. On partage tout à fait, Madame Decroix, votre suggestion. Les professeurs documentalistes sont des partenaires indispensables des enseignants des disciplines pour la mise en œuvre de l'EMI. Et là, je vais laisser la parole à Karen, parce que je sais qu'elle intervient beaucoup auprès des professeurs documentalistes qui, eux, sont vraiment, depuis très longtemps, on va dire, conscients des enjeux, alors que ce n'est pas toujours le cas dans les autres disciplines. Alors, je te cède la parole. Non, bien rappeler que dans les textes officiels, les enseignants documentalistes sont les maîtres d'œuvre de l'éducation aux médias à l'information, au collège et au lycée, et que ce sont vraiment pour moi, ce sont des personnes incontournables dans les différentes disciplines, mais la discipline documentation, c'est une discipline qui est très importante et on doit vraiment mener des projets en EMI avec nos collègues enseignants documentalistes. Ils ont cette expertise, ils ont aussi plein d'idées qu'on n'a pas forcément et ils peuvent nous aider justement à mener des actions. Et je pense que co-intervenir sur une question aussi complexe que la laïcité et l'éducation aux médias, c'est quand même mieux d'être en co-intervention que d'être seul avec ce sujet face à une classe. Voilà. C'est quand même mieux d'être à deux et d'être avec un enseignant expert de la question. D'accord. Je vous remercie. Je vous remercie tous les deux pour vos réponses. Simplement, allez, une toute dernière, Monsieur Hubé. Vous avez choisi de traiter les mamans d'élèves voilées. Est-ce qu'il y a, d'après vous, d'autres, comment dirais-je, d'autres événements qui peuvent devenir, enfin, qui viennent régulièrement sur le devant de la scène, qui mobilisent effectivement tout ce qui concerne la laïcité? J'ai fait ce choix parce que j'avais pas nécessairement envie tout de suite démarrer sur un sujet hautement polémique ou
inflammatoire que serait l'affaire Mila ou les questions liées aux caricatures, dont on sait que c'est tout de suite inflammatoire. Mais dans le cas d'un sujet aussi ce qui me semblait intéressant dans ce cas-là, c'est que je disais, a priori, la chose était très claire et très clairement posée, y compris par le juge. Et le vade-mecum de la laïcité lui-même, finalement, le rendait compte de ça. Mais très vite, ce sujet étant sorti, on a un décalage très fort entre ce qu'était la campagne du centrale syndicale et le débat public qui a été tout de suite explosif. Après, on pourrait discuter, polémiquer, est-ce que c'était maladroit, est-ce que c'était habile, est-ce que c'était flatter le communautarisme, je ne sais quoi. C'était pas ça le sujet, mais c'était dès qu'on met une maman voilée, et c'est un sujet qu'on va revoir revenir à la question des sorties scolaires, je suis à peu près persuadé que l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre des partis vont en faire à un moment donné un thème de la campagne qui s'annonce, parce que c'est un sujet où a priori on n'y comprend pas grand-chose, où on peut avoir un principe de jugement politique en dehors finalement d'une réflexion sur le droit. Mais dès qu'on touche à la liberté d'expression, caricature et voile, là on est sûr que ça va repartir. Là, ce qui m'intéressait, c'était aussi lié au cadre scolaire, parce qu'évidemment, il y a d'autres sujets sur ce point-là. Très bien. Ben, mais, moi, juste, oui. Moi, j'ai une question. Oui, Karel. Parce que je pense aussi que pour pouvoir traiter de la laïcité dans les médias, il faut l'image. Et la laïcité, elle se traduit très mal par l'image. Et justement, peut-être le fait que la question des femmes voilées revienne, c'est que ça se traite très bien de l'image aussi. Et est-ce que la laïcité, vous êtes d'accord avec moi qu'elle ne peut se traiter, certains sujets ne se traitent pas parce qu'il n'y a pas d'image. Il est très difficile d'en produire, sachant qu'on vit dans une société de l'image où presque tous les formats journalistiques aujourd'hui passent par de l'image. Et ça veut dire qu'il y a des sujets qui sont presque évacués parce qu'ils ne sont pas en capacité de produire de l'image, et surtout un certain type d'image aussi qui frappe les esprits et des images comprises de tous. Je voulais revenir sur la question de la réception parce que ça me semble important. Il faut de l'image quand même pour faire vivre cette laïcité dans les médias. L'image, ça peut être soit on la visualise, donc effectivement, une maman voilée, c'est l'image, un heurt à un endroit, c'est l'image, ou alors ça peut être l'image d'une altercation ou de quelqu'un qui va tenir des propos qui feront le buzz, c'est-à-dire de propos qui vont très vite recirculer, on en revient aux réseaux sociaux, parce qu'on a fait la bonne interview, on a eu la personne qui a eu le bon mot, et donc c'est l'image plus le mot qui va prendre. Mais effectivement, c'est un sujet qui peut être assez complexe à illustrer. C'est pas le moins simple à illustrer. Il y en a d'autres qui sont hautement plus complexes encore, si on pense par exemple à l'Union européenne, où là, la question effectivement de la mise en image, elle est encore plus complexe, parce que comment illustrer une directive européenne, c'est encore plus compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a une contrainte de médiatisation qui pèse sur tout le monde, sur y compris. Si on en revient sur la banlieue, les rapports des banlieues, des jeunes de banlieue aux médias, elle est complexe, précisément à cause de l'image, parce que globalement, ils n'arrivent et ne vont dans les banlieues que quand ça flambe. Alors, ça fait des belles images, c'est noir, c'est rouge, c'est jaune, mais c'est des images où il y a toujours du képi, parce que ils arrivent après les pompiers, après la police, et donc du coup, ça donne cette impression qu'ils sont du côté du pouvoir, comme chez les Gilets jaunes, c'est-à-dire c'était la même chose. Les journalistes avec leurs caméras étaient finalement cachés et protégés par les CRS, mais du coup, ils donnaient l'impression d'être du côté du pouvoir. Parce que je pense que ça façonne aussi notre représentation même de ce qu'est la laïcité et des enjeux autour de la laïcité aussi dans notre société. Le fait qu'il y ait très peu d'images et le peu qu'il y ait, on les intègre, ça devient... On les a tous dans notre imaginaire, en fait. Et ça crée quand même
des raccourcis très vite sur la laïcité. Des raccourcis très vite. C'est-à-dire qu'on a tendance à se focaliser sur certaines questions liées à la laïcité, puisqu'il n'y a que ce type de visuel qui est donné à voir. Donc, concrètement, effectivement, il sera plus simple pour un journaliste à qui on va dire va voir à Saint-Denis les problèmes de laïcité, il va débarquer à 10h avec sa caméra, il doit avoir des images pour 13h, il va traîner dans 3 rues, il va prendre 4 kebabs, 3 fins de poêlée, 2 barbus et un café où il y a que des hommes, et il va dire effectivement l'espace public est saturé d'hommes musulmans, donc il y avait un problème de laïcité, de circulation. Tout simplement parce qu'il y a aussi des contraintes relatives de production, ils n'auront pas le temps de couvrir, de faire un vrai reportage, de passer une journée complète sur place, aller interroger des associations, des parents d'élèves, de faire la sortie des classes. C'est pour ça que ça me semble essentiel dans l'éducation aux médias de revenir aussi sur l'éducation à l'image. Alors donc vous l'aurez compris, donc on a encore beaucoup de pistes à explorer, notamment pourquoi pas très prochainement l'éducation à l'image, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Et donc vous allez retrouver effectivement cet atelier. Cet atelier a été enregistré, donc je pense que vous le trouverez très prochainement sur le site de l'INSPE. Merci.